Dans le podcast AWS en français, aujourd'hui, on parle réseau, mais pas le réseau de papa et maman ou celui que vous avez à la maison, le réseau au niveau d'une entreprise du CAC 40. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast AWS en français. C'est tous les vendredis matins. Abonnez-vous dans vos applications de podcast, Apple, Spotify, Music, Deezer, Amazon Music et toutes les autres. Comme ça, vous recevez le nouvel épisode le matin. Et vous êtes nombreux à me dire d'ailleurs que vous écoutez en allant travailler. Vous attendez le nouvel épisode de vendredi matin pour aller au bureau et pour apprendre ou se faire inspirer, peut-être être inspiré par les témoignages de nos clients et de nos partenaires. En parlant de clients, aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Adrien Génier. Tu es responsable du réseau chez Engie. Et Engie a opéré une transformation cloud ces dernières années. On en a parlé dans un autre épisode, il y a 6 ou 7 semaines. Vous remontez un peu dans le temps avec Frédéric qui nous parlait de la transformation. Ici, on va zoomer sur un aspect très spécifique de cette transformation cloud, c'est le réseau, parce que je te laisserai expliquer. D'accord. Mais vous avez mis le cloud au centre de votre réseau et je trouve cette démarche assez intéressante et je voulais la partager avec les auditeurs du cloud AWS. Adrien, merci d'être là. Merci de me recevoir. Très brièvement, Engie, pour ceux qui n'habitent pas en France ou en Belgique, c'est quoi ? Donc Engie, on est une société qui fournit de l'énergie. On est une société internationale. On a été EDF, GDF Suez. Désormais, on s'appelle Engie. Notre stratégie est claire. On veut produire de l'énergie net zéro carbone. Renouvelable. Donc on s'appuie beaucoup sur du renouvelable. L'objectif, c'est de travailler avec des villes, des collectivités ou des entreprises pour leur fournir de l'énergie zéro carbone pour faciliter la transition énergétique de ces entreprises. De ces entreprises-là. Et vous avez fait un move to cloud il y a 8 ans déjà, en 2016. Vous avez une bonne partie de votre infrastructure qui tourne dans le cloud, je me permets de le dire, parce que vous n'avez qu'à aller écouter, à télécharger l'épisode avec Frédéric et écouter le pourquoi et le comment de cette transformation. Vous êtes un groupe international, c'est important aussi pour la conversation qu'on va avoir. Vous êtes présent dans plus de 30 pays de tête. Ça veut dire que avant d'être dans le cloud, vous avez toujours, je suppose, des data centers qui sont interconnectés entre eux. Ça ressemblait à quoi le réseau Engie il y a 10 ans, il y a 9 ans, avant le cloud? Tout à fait. Donc le réseau Engie avant le cloud, donc il y a 8 ans, était basé sur un réseau international géré par un opérateur. Donc s'appuie sur un opérateur national, en gros pour connecter les pays entre eux. Et donc c'est vrai vous louiez des lignes, vous alliez voir un opérateur en disant « Monsieur l'opérateur, j'ai besoin d'un point de connexion là. » Connecte-moi, Santiago, Houston, Singapour, Paris, au sein d'un réseau international. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, ma vision, en tout cas côté groupe, s'arrêtait là. C'est-à-dire que j'interconnectais des pays, et après ce qui se passait au sein des pays, ou même au sein des data centers, quand on parle de réseau, on va parler d'interconnexion entre les pays, mais aussi de réseau au sein du data center. Et ben, j'avais une vision sur Paris et sur la Belgique, comme tu l'as dit, parce que historiquement, voilà, on a nos sièges, on est une société française. Mais par contre, ce qui se passait dans les data centers de ces différents pays, c'était géré complètement en autonomie, en indépendance, au niveau des différentes IT de ces pays. Et donc le métier de l'équipe réseau, c'était quoi? C'était gérer le routage, c'était gérer les aspects non techniques aussi, peut-être le contractuel avec le fournisseur? Exactement. On avait une relation client-fournisseur avec l'opérateur. Ce qui est intéressant, parce que c'est un shift, notamment quand on passe sur le cloud, effectivement, la relation change et les tâches quotidiennes changent. Mais donc à l'époque, une relation client-fournisseur avec un opérateur pour s'assurer qu'il opère correctement le réseau pour nous, et puis derrière, au sein des data centers, s'appuyer sur des solutions du marché, du switch, du routage, du routeur pour pouvoir connecter les serveurs et que les applications fonctionnent correctement. C'est aller écrire des tables de routage en BGP, des choses comme ça? Exactement, et beaucoup d'opérations manuelles pour changer des configurations sur chacun des nombreux équipements réseau qui étaient dans le data center. Et la maintenance, parce qu'on l'oublie, enfin nous, enfin en tout cas moi qui ai tendance à voir les choses par les côtés développement et serveur, on oublie aussi qu'il y a des mises à jour des OS, de Cisco et des autres, tout comme on le fait sur des serveurs Linux et Windows. Tout à fait. Et puis le cloud est arrivé en 2016, et qu'est-ce que ça a changé ?
Dans un premier temps, c'était une initiative très portée côté infrastructure, côté serveur. On transformait des applications dans le cloud. Donc au tout début, moi j'ai suivi ça un petit peu de loin, parce que c'était les balbutiements du move to cloud. C'est-à-dire, on va mettre un premier site web dans le cloud. Finalement, ça ne concerne pas tellement l'équipe réseau, parce que le site web va être accédé par Internet, il est déconnecté du reste du réseau, et puis voilà. Exactement, et puis les applications vraiment... on va dire groupe, les applications financières, SAP et d'autres types d'applications, dans un premier temps, restaient sur le data center. Donc, il n'y avait pas encore la criticité, évidemment, qu'on a aujourd'hui. Donc, je sais que dans un premier temps, ce n'était pas forcément très suivi, très impactant pour les équipes réseau. Jusqu'au moment où le groupe Engie s'est dit, mais finalement, le cloud va être structurant, on va changer la manière de faire de l'IT. Et là, les équipes réseau ont été impliquées directement ? Tout à fait. Et dans un premier temps, les premières discussions, c'était comment étendre notre réseau traditionnel, étendre vers le cloud. Donc c'était plutôt vu comme une prolongation du réseau traditionnel pour aller jusqu'au cloud, jusqu'à ces nouvelles applications. Donc à l'époque, on a créé une équipe qu'on appelle toujours, d'ailleurs aujourd'hui, H2C, pour Highway to the Cloud. Et donc on a... à l'époque, travailler avec les mêmes opérateurs traditionnels pour voir comment ils pouvaient étendre le réseau existant pour aller fournir un petit peu de connectivité vers ces applications. En fait, vous voyez le cloud, vous voyez au passé, ça ne s'entend pas nécessairement que je parlais au passé, vous voyez avec un i, au passé le cloud comme un data center en plus. Finalement, c'était un groupe d'infrastructures à connecter au reste de votre backbone. Exactement. Et les techniques à l'époque, c'était Direct Connect et des choses comme ça ? C'était du Direct Connect, tout à fait, mais managé par les opérateurs avec la même manière de traiter finalement, comme tu le dis, tu as raison, la même manière de connecter un data center traditionnel, les mêmes technologies et du coup les mêmes délais pour interconnecter finalement ce cloud. C'est-à-dire, on était sur plutôt 2-3 mois pour pouvoir proposer une connectivité, une intégration à notre réseau Engie. Alors, il y a la partie première connectivité, et après, ce qui était encore aussi embêtant, c'est qu'il y a l'évolution à traiter. C'est-à-dire qu'on va commencer avec une petite connexion, un petit 50 mégas, et avec le temps, on a besoin de 100 mégas, on a besoin de 200 mégas, et là, on a commencé à avoir des problèmes à rester dans ce modèle traditionnel, c'est qu'il fallait aussi attendre 2-3 semaines à chaque fois pour toute évolution. Et donc, on a rencontré à l'époque un décalage entre des équipes cloud qui commençaient à se former, qui commençaient à s'habituer finalement au modèle cloud où tout est rapide, tout est agile, tout est infrastructure as a code. Et puis, ils allaient nous voir, l'équipe réseau, et nous, on revenait avec des principes et des délais qui, en fait, n'étaient plus acceptables dans ce nouveau modèle. Ça veut dire que l'équipe réseau devenait un bottleneck qui empêchait les équipes métiers d'avancer. Exactement. Et ça, c'est vrai que c'est pas facile à vivre. Déjà, historiquement, c'est vrai que le réseau a toujours été un domaine un peu à part. Je pense que le monde de la virtualisation, le réseau a eu du retard. On est toujours resté sur des principes vraiment un petit peu legacy. Et on avait un manque d'agilité, en tout cas je pense, que ce soit au niveau des solutions et au niveau des équipes réseau. Et à partir d'un certain moment, on savait que c'était plus possible d'avoir ce décalage entre les équipes cloud. Le risque, c'est que les équipes cloud allaient travailler dans leur coin, parce que justement, comme tu le dis, les équipes réseau étaient un bottleneck et étaient un frein à l'adoption du cloud et à l'agilité. Et puis vous aviez de la connectivité point à point. Je suppose qu'au plus, il y avait 2 business units qui déployaient internationalement dans différentes régions. Vous deviez connecter toutes ces régions comme des nouveaux data centers. Et puis c'est 1, 2, 3, 4 aux 4 coins de la planète. Tout à fait. Donc ça, c'est un peu la deuxième étape. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a commencé à quand même interconnecter différentes régions AWS à notre réseau traditionnel, il y avait un besoin de plus en plus grand d'interconnecter les régions AWS entre elles. Donc, dans un premier temps, on revenait sur le réseau traditionnel pour changer de pays et pour remonter sur le cloud. Et avec l'arrivée notamment de la Transit Gateway, un service AWS qui a vraiment facilité le fait d'interconnecter de manière évolutive ou scalable, comme on dit, les différentes régions. Effectivement, on n'a pas eu le choix. Et c'est vraiment, pour moi, effectivement, un enabler. C'est ce qui a facilité finalement le fait de passer à l'échelle et le fait de vraiment transformer
nos services réseau, notre infrastructure réseau, pour se mettre au niveau des nouveaux services AWS. Attends, je reviens un tout petit peu en arrière sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit quand vous aviez 2 applications dans des régions différentes qui devaient communiquer, je suppose d'adresse IP privée à adresse IP privée, on ne parle pas de communication par Internet ici, vous routiez le trafic sur votre backbone WAN à travers vos data centers pour remonter après par Internet vers le cloud. Donc vous utilisiez vraiment votre réseau comme un backbone, alors qu'AWS a son propre backbone privé, mais qui passait par Internet. Pourquoi à ce moment-là, et même sans parler de Transit Gateway, des solutions de peering, excuse-moi, je ne suis pas spécialiste réseau, donc c'est peut-être pas le bon mot, mais je pense à des gateways VPN, par exemple, qui passent par le backbone AWS. Pourquoi ça, ce n'était pas considéré simplement parce que vous faisiez différemment, vous aviez l'habitude de faire différemment, ou il y avait des raisons, d'autres raisons? Non, c'est un gros changement. C'est un gros changement et quand on l'a fait, on voulait le faire bien. C'est-à-dire qu'on ne voulait pas simplement reproduire les mêmes opérations, les mêmes délais en le faisant côté cloud. Donc vous savez qu'il y a eu beaucoup de travail, beaucoup d'études à l'époque pour dire ok, le réseau et l'équipe réseau doit être capable de proposer de la connectivité. Alors dans un premier temps, entre les régions du cloud, mais avec les mêmes principes de infrastructure as a code, de automation que le demandait finalement le cloud. Donc à l'époque de l'équipe réseau, donc quand je dis à l'époque, c'est il y a 4-5 ans, il y a vraiment eu un renforcement des équipes réseau en prenant des développeurs, donc vraiment des purs développeurs qui avaient finalement assez peu de compétences réseau, mais qui ont été intégrés aux équipes réseau pour vraiment faire une émulation entre les skills, les connaissances dont tu as besoin pour faire du BGP, des principes de routage, avec des développeurs pour vraiment tout faire en infrastructure as a code pour connecter les régions entre elles. Pour vous apprendre à écrire des templates Terraform ou CloudFormation pour gérer votre infrastructure dans le cloud comme on gère de l'infrastructure non réseau, des serveurs dans le cloud également. Mais il y a eu ce point de bascule à un moment, et tu l'as situé autour de l'apparition de Transit Gateway, qui dit plutôt que de connecter nos data centers au cloud, enfin connecter le cloud à nos data centers, on va faire l'inverse. On va utiliser le réseau AWS comme notre backbone entre toutes les régions du monde, et puis simplement aller greffer les data centers dessus là où ça a du sens. Comment s'est passée cette bascule? Comment vous avez... À quel moment il y a eu cette vision de dire non, en fait, notre réseau, ça va être AWS? Alors, je serais intéressé de savoir comment font les autres grands groupes. Pour moi, finalement, ça s'est fait naturellement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qu'on a du mal à... qu'on n'aime pas, en tout cas, côté réseau, c'est quand on a plusieurs chemins. Quand on peut passer d'un point A à un point B, là, c'était le cas à l'époque, soit en passant par le cloud, soit en passant par le réseau traditionnel. C'est difficile à manager. Quand on a un problème, on ne sait pas par où on est passé, donc on a du mal à comprendre. Donc ça manque de simplicité. Et c'est vrai que nous, à l'époque, on sortait de plusieurs années de simplification de notre réseau international. Donc là, c'est vrai que j'ai mis le haut là. Je me suis dit, le cloud, c'est super, ça fait plein de choses, mais on est en train de recomplexifier un réseau qu'on a mis des années à simplifier. Donc ce qui s'est fait naturellement, c'est de dire, moi, entre un point A et un point B, je ne veux qu'un seul chemin. Alors il faut qu'il soit résilient, redondé, tous les bons principes de connectivité. Par contre, je veux que le chemin soit maîtrisé. Et c'est vrai qu'on avait fait tellement de travail et on avait tellement des bons retours finalement sur la connectivité au sein même d'AWS qu'on s'est dit mais pourquoi pas ne pas passer exclusivement par AWS entre nos pays, même s'il n'y a pas finalement de serveur cloud dans la balance. C'est-à-dire que je suis un utilisateur qui est à Santiago, je veux parler à un autre utilisateur qui est au Brésil, et en fait les communications vont se faire à travers AWS parce que ça devient notre réseau international. C'est votre backbone, votre WAN. C'est notre backbone. Donc on s'est mis à finalement décommissionner un à un les interconnexions qu'on avait traditionnellement avec l'opérateur, qui certaines coûtaient très cher en fonction des régions. International, j'imagine. Donc voilà, on a fait en plus des sacrées économies. Les économies, pourquoi? Parce qu'en fait, de toute façon, dans le cadre du Move to Cloud et maintenant la consommation du cloud, les pays, les entités s'étaient connectés au cloud. Donc ils avaient déjà leur connexion qui remontait au cloud. Là, finalement, on ne faisait qu'enlever le réseau traditionnel qui était resté en parallèle de l'interconnexion vers le cloud.
Ça veut dire, pour reprendre ton exemple, Santiago du Chili, Brésil, vous avez 2 data centers dans chacun de ces pays. Et si 2 applications doivent se parler entre ces 2 data centers, au lieu de passer par les lignes louées que vous aviez avant en direct, de Santiago, ça va au cloud quelque part dans une région proche. Je suis en train de regarder les US ou le Brésil. Et puis de là, vous amenez à une autre région AWS où est connecté l'autre data center. Pour délivrer le paquet à l'application destinatrice. Ça veut dire que le backbone même, la structure, devient AWS. Alors, comment s'est opérée cette transformation ? On a vu le pourquoi. Maintenant, je viens au comment. D'abord, c'est un changement de mindset, de philosophie terrible pour des gens qui ont l'habitude de racker des serveurs, des racks Cisco, de mettre des câbles, etc. Là, tout devient virtuel, devient des ressources qu'on peut scripter, tu l'as dit, on peut automatiser. On peut automatiser la création, le management, etc. C'est une transformation qui s'est passée, je suppose, sur pas mal de temps. Assez rapidement, en fait. Et avec le recul, c'est assez surprenant. Je pense qu'on avait déjà quand même pas mal d'expertise réseau au sein d'Engie, des super personnes, et finalement ça a été très bien reçu parce que c'était de l'innovation, c'était nouveau, et franchement voilà, tout le monde a pris le pli et tout le monde s'est rapidement adopté finalement ces nouveaux principes. Honnêtement, je suis surpris, j'ai été dans le passé un expert réseau, un architecte réseau, plutôt Cisco. Et je te le dis, je crois que j'aurais pas pu moi passer en Python et en automation et voilà, et faire le deuil, parce que c'est ça en fait, faire le deuil de la manière dont tu as géré des équipements, géré du réseau pendant des années, et du jour au lendemain on te dit maintenant c'est plus comme ça, maintenant tu vas faire des scripts, tu vas faire du Python et tu vas changer ta manière de travailler. Et c'est vrai que j'admire les équipes réseau d'Engie parce qu'elles ont vraiment su changer et elles ont vraiment su s'adapter à tous ces nouveaux modèles et maintenant elles en ont le fruit parce qu'elles s'éclatent. Honnêtement, elle s'éclate. Ce qui est intéressant à savoir aussi. Ça veut dire que c'est bon pour la rétention des gens et l'engagement aussi. C'est plus facile d'engager les compétences. Ce qui est très impressionnant, c'est qu'effectivement, on a des experts qui sont là depuis longtemps et chaque année, finalement, on les retient parce qu'il y a une très bonne ambiance chez Engie, notamment dans le réseau, mais aussi on les retient parce que chaque année, elles s'éclatent. Alors, il y a un moment, moi, que j'adore, si je peux en parler. C'est l'événement, donc Reinvent d'AWS qui a lieu au début décembre. Et c'est vrai que ça fait plusieurs années où j'ai l'occasion d'y assister avec quelques collègues, où je vais récupérer finalement toutes les nouveautés, les annonces, toutes les évolutions, et puis je reviens de cet événement-là, je fais une grande présentation, une grande restitution finalement avec les équipes réseau, et là il y a une émulation qui se crée, et finalement il y a toute une partie projet, transformation, qui finalement crée l'année suivante. Donc chaque année, ma roadmap, une partie de ma roadmap est assez simple. Finalement, elle se base sur quelles sont, au sein de l'ensemble des nouveautés, des nouvelles annonces AWS, quelles sont celles qui sont pertinentes pour Engie, quelles sont celles sur lesquelles on va travailler, et on est très réactif, c'est-à-dire que, voilà, j'ai parlé de la Transit Gateway, elle a été annoncée, je crois que c'était il y a 3 ans, mais quelques mois plus tard, on avait déjà un lab opérationnel, une pré-production, et puis on commençait déjà la migration. Et ça, je pense que c'est nouveau, au sein du réseau notamment, on n'avait pas à l'époque cette agilité-là, et cette excitation, si je peux dire, d'avoir des nouvelles choses et des nouvelles choses avec lesquelles jouer, parce que c'est presque des nouveaux jouets chaque année qui sont proposés, qui vont permettre justement à la fois d'améliorer l'infrastructure, la performance, tout ça, mais vraiment pour les équipes, c'est souvent une bonne nouvelle qui va permettre de s'éclater, quoi. Parce qu'il y a cette agilité due au logiciel et due à la dématérialisation, et c'est pas du tout pour taper sur Cisco et les autres, mais eux, ils sont liés à des cycles de vie de machines, de produits, de fabrication qui sont pas les mêmes une fois qu'on est en virtuel. C'est passé par la formation également. C'est un sujet qu'on a abordé dans l'autre podcast avec Frédéric, la formation des équipes. Je suppose que pour vous, ça a été crucial parce que on passe. Ça fait très longtemps que j'ai géré un routeur Cisco. Peut-être que ça se fait pas comme ça. Et moi, c'était juste un petit routeur à petite échelle pour une petite PME. Mais à l'époque, c'était un telnet sur la machine et on éditait les tables de routage avec le langage Cisco. J'ai oublié comment il s'appelle. Et on passe de ça à du Terraform ou du CloudFormation pour créer des VPC, des Transit Gateway. Enfin, c'est 2 mondes différents. Évidemment, tous les concepts de base sont les mêmes. Et ça, c'est important. Il faut comprendre ce que c'est que du routage, de l'adresse IP, etc. Tu as parlé de peering tout à l'heure, et c'est qu'avant la Transit Gateway,
même si je devais travailler parce que c'était le besoin d'Engie, on s'y retrouvait pas trop. On sentait que c'était à l'époque un peu des développeurs qui avaient sorti ces nouveaux services. Et c'est vrai que depuis, on retrouve les concepts. Genre un architecte va retrouver les différents concepts. Donc finalement, c'est ce qui facilite justement la transition. C'est pas si éloigné. Par contre, tu as raison, dans les détails, dans l'opération, là par contre ça change complètement, et c'est là où il faut justement, comme tu le dis, former les gens. Alors tu as eu Frédéric aussi sur un podcast. Pour le coup, moi je me suis complètement intégré à son organisation pour justement avoir la One Cloud Academy et puis pouvoir former des gens réseau au service AWS. Voilà. Et la difficulté, parce que tu as dit tout à l'heure que vous avez fait venir des développeurs dans votre équipe, la difficulté majeure, c'était ce changement de mentalité-là, c'est attraper ce mindset de développeur, enfin d'être capable d'écrire quelques lignes de code, de script pour automatiser les déploiements. Oui, et je pense qu'il y a un élément très important aussi, c'est que, et ça, donc on a ce qu'on appelle un product owner réseau, donc c'est Roule, je fais coucou, qui justement était là pour faire le lien, la transition entre les développeurs et les personnes réseau, pour justement essayer quand même de faciliter la communication. Et quelque part, là où il est très bon, Roule, c'est qu'il ne faut pas faire de concessions. C'est-à-dire que moi, le premier, des fois, c'est beaucoup plus facile quand tu veux faire un petit truc, d'aller dans la console AWS et tu fais 2-3 clics. Tu dis, regarde, on fait 2-3 clics, c'est fait. Et je pense qu'une des réussites qu'on a eues, et ça demande vraiment d'être strict, c'est de ne pas faire de concessions. C'est-à-dire que chaque modification, peu importe si elle est petite, c'est de l'infrastructure as a code. Tout est infrastructure. Ça va prendre 2 semaines pour mettre à jour le code, alors que tu pourrais faire 3 clics dans la console. Et ça, c'est très important, je pense. Et justement, on a eu l'organisation, et donc ce rôle pour moi qui est stratégique, qui ne fait aucune concession. Et c'est pour ça que depuis le début, 100% des changes, 100% des évolutions est en CloudFormation, est en automation. Voilà, et ça c'est très important pour justement dans le temps que ça soit maintenable. Tu as raison. Les 3 clics dans la console sont parfois utiles juste pour apprendre, mais ça on fait ça dans la console de pré-prod ou son compte personnel ou un truc comme ça. Mais après quand il faut industrialiser la solution, on passe par des scripts. Ça veut dire aussi que vous avez dû vous mettre à des choses qui sont classiques pour des développeurs, peut-être moins quand on vient du réseau, c'est des chaînes d'intégration continue avec du déploiement automatique, git commit, git push, et ça déploie mon infra. C'est comme ça que ça marche aujourd'hui. Exactement, et d'ailleurs quand ils commencent à parler de ça, je ne les comprends plus. J'avoue que je leur fais confiance, je leur fais totalement confiance là-dessus. Mais oui, tu as raison, il faut intégrer tous ces modèles-là, et ça a été fait. Je t'avoue que quand les premiers développeurs sont arrivés, donc en responsable, Jérôme a pris les développeurs sur la partie opération, je ne comprenais pas même. Je t'avoue, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire ? On recrute des gens qui sont pas du monde réseau, et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils font des fichiers texte. Ils vont faire des trucs, et je ne comprends pas ce que viennent faire ces gens-là. Et en fait, effectivement, c'est devenu, avec le temps, la clé du succès de ce move to cloud, de l'équipe H2C, de pouvoir justement faire tout en automation. Mais voilà, c'est vraiment un changement de paradigme, une évolution des équipes qu'il a été, je pense, à l'époque, ce qu'on parle d'il y a 4-5 ans, assez courageux de faire, et qui porte ses fruits aujourd'hui au sein d'Engie. Alors, je voudrais revenir tout à l'heure sur qu'est-ce qu'il y a dans le cloud, c'est quoi les différents services que vous utilisez. On a parlé de Transit Gateway, mais il y en a certainement des autres aussi. Mais on était sur l'aspect formation et l'aspect humain, et souvent quand on discute avec des gens réseau, avec des gens database aussi, ça fait partie de cette population, on dit « Ouais, mais si on migre dans le cloud, moi j'ai plus de boulot, parce qu'il n'y aura plus la base de données Oracle que je dois gérer, parce qu'il n'y aura plus le routeur Cisco que je dois gérer. » Ça veut dire que l'équipe réseau, aujourd'hui, elle est plus petite qu'avant ? Non, elle a augmenté. Elle a augmenté. Pourquoi ? Pour différentes raisons. Et notamment, si je reviens sur le réseau traditionnel, international, le backbone qu'on a eu à l'époque, j'avais insisté sur le fait que ce soit un réseau managé. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui faisons les configurations, on demandait, on ouvrait des tickets pour faire les différents changements. Intégrer AWS comme le backbone, ça veut dire qu'on devient opérateur de notre backbone. Alors, il y a une couche qui est gérée par AWS. Oui, la couche physique. Heureusement. La couche basse. Mais par contre, effectivement, les changements de routage, les évolutions, les bascules, toute cette partie-là, finalement, revient en gestion de l'équipe réseau. Donc c'est aussi quand même quelque chose à prendre en compte. C'est un changement de responsabilité, quelque part. Cette fois-ci, voilà, les équipes qui font des astreintes le soir, le week-end, voilà, elles sont responsables. Et quand il y a un incident, c'est pas un ticket chez l'opérateur, c'est les équipes qui doivent avoir l'expertise pour justement troubleshooter et corriger les problèmes.
Ça veut dire que vous êtes redevenu propriétaire de votre réseau, propriétaire au sens owner. En fait, j'ai traduit de l'anglais owner, mais c'est ça. Propriétaire responsable de votre réseau directement. Exactement. Alors après, il y a aussi plein d'avantages. D'agilité, de réactivité. Je parlais d'applications qui étaient critiques maintenant qu'on en mettait sur AWS. Bon, on est aussi, et moi le premier, je suis rassuré d'avoir des équipes qui sont H24 en opération et qui sont capables de troubleshooter, de monitorer, d'observer les différents problèmes. Voilà, on est autonome dans la résolution. Et ça, je pense que c'est aussi un sacré bénéfice. C'est de l'investissement, mais ça permet aussi quand même d'être beaucoup plus réactif en cas de problème. Avec des métiers qui sont changés et qui ont peut-être gagné en intérêt aussi. Je me plante peut-être complètement, je me fais peut-être une mauvaise idée de ce que vous faisiez avant, mais il n'y a plus d'aspect physique. Aller câbler un routeur, c'est terminé ça. Je ne sais pas si vous le faisiez avant, peut-être pas, c'était l'opérateur. Non, c'était des équipes dédiées, non, c'était moins le cas. Mais quelque part, dans ce que tu dis, effectivement, il y a quelque chose où c'est quand même... les compétences sont encore plus grandes, il faut encore plus de compétences qu'à l'époque, je pense, pour gérer le réseau au sein d'Engie. Est-ce que les développeurs sont toujours là dans votre équipe ou est-ce que vous avez appris à... On n'a pas assez des développeurs, figure-toi. Je pensais qu'ils étaient venus pour pas grand-chose et finalement je me rends compte qu'on n'en a pas assez. Donc voilà, c'est un appel. Si vous voulez faire du développement dans une équipe réseau, d'infrastructure réseau, contactez-moi, l'infrastructure réseau. Il n'y en a pas assez, on a tellement de projets. On a fait la semaine dernière notre roadmap des projets de transformation pour 2024 et on se rend compte que des fois ce qui manque c'est les ressources de l'équipe développement pour pouvoir faire toutes les évolutions que l'on aimerait faire. J'aimerais bien être parfois dans une salle de réunion avec d'un côté des développeurs, de l'autre côté des admins réseau et voir comment ils se parlent parce que traditionnellement, j'ai beaucoup travaillé dans des grandes banques ou des institutions européennes et des choses comme ça. Ce sont des équipes qui ne se voient même pas, qui ne se connaissent pas. C'est vrai. Les avoir autour de la table, ça doit faire des conversations intéressantes. Qu'est-ce qu'il y a dans le cloud? Quels sont les services AWS que vous utilisez? C'est quoi votre backbone? Alors évidemment, il y a des VPC, il y a de la Transit Gateway, mais pas que. Non, l'idée, et c'est ce qu'on essaye de faire donc, avec l'équipe de Frédéric, c'est que les développeurs n'aient pas à avoir le souci du réseau. Là, on parle des développeurs d'applications. Des développeurs d'applications, tu as raison. Les développeurs d'applications n'aient pas besoin de connaître les services réseau, n'aient pas besoin de s'en soucier. Donc c'est de la connectivité, mais c'est aussi du service. Typiquement, il y a un service que l'on gère et qui se passe plutôt bien, c'est toute la partie sécurité vers Internet. Les serveurs, les VM, elles ont souvent besoin d'avoir un accès Internet pour faire du patching, pour aller joindre des services AWS. Et on a les règles groupes de cybersécurité qui ne permettent pas d'aller avec une NAT Gateway directement aller chercher sans sécurité des choses sur Internet. Et donc autour de la Transit Gateway, finalement, pour les VPC, on va proposer différents services, donc de l'inspection pour sécuriser les flux, mais aussi une partie sécurité vers Internet qui va permettre de faire du filtrage web, s'assurer que finalement les ressources AWS sont bien protégées d'Internet. Donc l'objectif, le développeur applicatif va créer son VPC, mais derrière on va lui fournir tous les services de sécurité et d'infrastructure pour pas qu'il ait besoin de lui-même de son côté de le faire. Ça descend jusqu'au code snippet. Si un développeur applicatif a besoin de son VPC, il y a un template quelque part, dire voilà, ça c'est le code Terraform ou CloudFormation que tu dois utiliser. Tout à fait. C'est plutôt Frédéric qui fait ça. Mais tu as raison, normalement il suit le template et tout est prévu, l'attachment de la Transit Gateway, tous les détails pour qu'il soit vraiment plug and play et qu'il puisse directement se concentrer sur le code et le développement de son application. J'ai vu des clients qui essayent de répliquer leur infrastructure réseau on-prem dans le cloud, c'est-à-dire de faire des DMZ avec des firewalls, avec de l'inspection de trafic, etc. Est-ce que vous avez eu cette tentation également? Est-ce que vous avez réussi à changer la mentalité pour dire non, c'est peut-être pas nécessaire, on peut faire différemment avec des security groups et d'autres technologies cloud? Et c'est un combat encore des fois avec certaines entités. Je peux comprendre parce que c'est quelque part aussi un manque de maîtrise. C'est que dans le monde, pour moi, le monde d'avant, les fameux flux ou les ouvertures de flux, étaient gérés par les équipes réseau. Alors ça crée un certain confort pour les équipes sécurité parce que c'est géré centralement. Mais en fait, c'est un cauchemar pour les développeurs. On en revient sur l'agilité, sur le fait que les équipes réseau ou sécurité ne doivent pas être un frein au développement et au move to cloud, au développement des applications. Donc clairement, dès le début, c'est pareil, c'était une règle. Tout ce qui est filtrage fin, c'est les security groups, c'est la main des développeurs.
Pour moi, c'est impossible, en tout cas, à partir d'une certaine taille d'infrastructure, de société, de gérer centralement tous les ouvertures de flux. C'est trop compliqué, finalement, ça entraîne des fois même des problèmes de cybersécurité. J'ai vu ça, en traditionnel dans des banques avant l'équipe cloud où il fallait 3 semaines pour ouvrir un port sur un firewall. Et donc on l'a vécu. C'est exactement ce que tu dis. Ça tue l'agilité. Et c'était comme ça chez vous aussi. C'était comme ça. Et effectivement, c'est des choix forts. C'est des choix forts qu'il faut faire pour justement vraiment aller sur l'agilité, même au sein des équipes réseau sécurité. Un des points forts au niveau réseau, évidemment, c'est la sécurité, tu en parles là maintenant, la conformité également, qu'est-ce que le cloud a changé dans votre posture de conformité, de sécurité ? Notamment, moi, ce que j'aime avec le cloud, c'est que, pareil dans l'introduction, à l'époque, ma vision s'arrêtait quand j'interconnectais un pays au réseau international. L'infrastructure même réseau au sein du data center, à moins de passer un mois à leur côté pour bien comprendre tous les détails de comment ils avaient implémenté, c'était impossible. Avec le cloud, avec les templates, avec l'infrastructure as a code, ça devient possible. Donc c'est là aussi où ça permet d'harmoniser, ça permet de faciliter. Maintenant, je sais très bien que mes collègues au Chili, mes collègues aux US, quand ils vont créer quelque part leur réseau data center, mais finalement qui est dans AWS, ils gardent les mêmes principes, ils gardent les mêmes automations, et donc ça crée quelque part une harmonisation et des standards qui permettent d'avoir une vue beaucoup plus étendue et beaucoup plus précise de l'infrastructure réseau par rapport à avant. Donc ça vous donne de la visibilité là où vous n'en aviez pas avant. Ça veut dire aussi que vous avez dû construire des outils pour cette visibilité, des dashboards, des sondes qui n'existaient pas avant, faire remonter des métriques qui n'étaient pas nécessairement possibles avant. Là, on s'appuie sur un partenaire. Je ne sais pas si Frédéric t'en a parlé, mais on utilise Prisma Cloud de Palo Alto, qui va permettre justement d'avoir des métriques et de s'assurer que, par exemple, quand je parlais de Net Gateway pour aller directement sur Internet, ce sont des indicateurs, des alarmes qui nous permettent justement de contrôler que la sortie Internet est bien sécurisée. À l'époque, c'était impossible. À l'époque, quelqu'un créait un routage depuis son firewall directement vers Internet. C'était impossible d'avoir cette information-là. Maintenant, c'est possible. Et pour moi, c'est une vraie valeur ajoutée aussi d'être passé sur le cloud côté infrastructure. Alors dans l'épisode Cloud Center of Excellence avec Frédéric, dont on a parlé déjà plusieurs fois, et je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas encore fait, il me disait que un des rôles du Cloud Center of Excellence, finalement, c'était de déléguer aux business units, aux différentes équipes, et les rendre autonomes de manière à ce que lui et son équipe soient de moins en moins indispensables. Et il citait l'exemple du réseau comme étant justement cette équipe qui est indépendante. Maintenant, c'est toi qui gères la config réseau en toute indépendance, vous avez les mains sur les comptes, etc. Comment s'est fait ce handover ? C'est lié, je suppose, à la montée en compétences, à la formation dont on a parlé, mais il y a un aspect gain de confiance aussi. Je suppose que c'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Alors c'est une bonne question. Et effectivement, je ne sais pas si ça s'est fait parce qu'il avait confiance en moi ou si c'est parce qu'il voulait pas du réseau. Comme je l'ai dit, le réseau c'est quand même particulier. Ça demande un ensemble de compétences. Ça demande des compétences très spécifiques. Donc, est-ce que c'est parce qu'il voulait pas s'embêter avec du réseau et qu'il est venu me voir en disant écoute, le réseau dans le cloud, je te propose de le garder? Ou est-ce que c'est vraiment parce qu'il avait confiance en moi? Je vais rester sur ma première pensée. Il avait confiance en moi et donc du coup ça s'est fait naturellement. C'est ça qu'il a dit dans l'autre épisode. C'est que l'idée, c'est qu'une fois que les équipes sont autonomes, déléguer entièrement, y compris la gestion du compte, y compris la facturation. C'est à ça que je voulais en venir. T'es responsable du réseau avec ton équipe, mais ça veut dire que vous voyez la facturation des services que vous utilisez aussi, des services utilisés par les autres. Comment se remonte cet aspect facturation? Et oui, j'ai une deuxième question plus précise d'abord, mais je te laisse d'abord donner le panorama général. Je pense que c'est un challenge et je pense que c'est pas là où on est le meilleur. Je ne vais pas non plus embellir tout. Cette partie-là, on a des métriques avec VPC, Flowlog, et on arrive à avoir des métriques et on arrive à vendre ou à revendre ou à peu près. C'est une des complexités, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu crées le compte réseau et que tu déploies les services sur le compte réseau, c'est vrai que la facture, elle arrive sur le compte réseau. Donc il faut être capable quand même malgré tout derrière de refacturer en interne aux personnes concernées, donc aux accounts, aux owners des accounts des différents VPC, cette facture. C'est un vrai challenge et honnêtement je pense qu'il y a des outils maintenant pour le faire et là-dessus c'est vrai qu'on a des progrès à faire encore.
Parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas taguer. Souvent, on dit pour faire du chargeback, vous taguez toutes les ressources, etc. Mais en réseau, il y a la bande passante qui coûte très très cher sur AWS, malheureusement. Vous ne pouvez pas taguer les paquets sortants ou rentrants. Non, on a comme je te dis, avec CloudWatch et VPC Flowlog, il y a des choses. Typiquement, il y a encore, je crois, 1 an, on n'avait pas des métriques par... c'est un peu technique, pardon, mais par des attachments Transit Gateway. Donc on n'avait pas une vue assez précise finalement des différentes communications et donc du trafic par VPC. Maintenant c'est disponible, mais pour être tout à fait honnête, pour l'instant on en reste sur des vues assez basiques. Voilà, il y a du travail à faire, mais c'est vrai que c'est un challenge pour les équipes réseau. Je sais qu'au global il y a quand même des économies. C'est comme je te l'ai dit, on a quand même enlevé tout un réseau mondial, traditionnel, donc ça a fait des sacrées économies. Mais néanmoins, maintenant d'être capable de refacturer correctement le trafic, vraiment, j'ai envie de dire, au centime près, on n'en est pas là. Et vous travaillez sur l'optimisation des flux également. Je l'ai dit, la bande passante sortante, malheureusement, ça coûte très cher sur AWS. Vous utilisez votre backbone, c'est votre backbone entre applications. Donc, comment éviter que qu'il y ait des applications qui fassent du trafic sortant de façon non nécessaire? Parce que d'un côté, c'est la responsabilité du développeur, déployeur de l'application, mais en tant qu'équipe réseau centrale, vous avez certainement vos mots à dire, vos conseils également. Ouais, ça se fait pas aussi bien. C'est marrant que tu parles de ça parce qu'on a eu le cas justement dernièrement là. T'es bien préparé ou t'as de la chance? J'ai de la chance. Je connais les problèmes de nos clients. Et en fait, en vrai, ça se fait au moment où tu reçois la facture et tu te dis c'est bizarre quand même, là ça coûte très cher. Ouais. Donc c'est que ça se fait pas forcément de manière proactive, pas du tout. Mais c'est que des fois, quand les factures sont trop élevées, il y a une étude qui va permettre de comprendre, ok, il y a 2 VPC qui parlent beaucoup entre eux, ça crée beaucoup de trafic et donc de factures, et donc ça peut effectivement nécessiter des transformations de design, tout à fait. Mais ça se fait vraiment une fois que la facture arrive pour essayer de la faire baisser. Oui, en réactif. C'est lié à l'autre sujet dont on avait avant. On n'a pas toujours les métriques, l'observabilité qu'on veut en temps réel. Et malheureusement, l'optimisation de coûts dans ce cas-là, comme dans beaucoup de cas cloud, ça arrive à la fin du mois. C'est quand on voit la facture et qu'on réagit. Vous avez développé, vous avez toujours, et vous avez développé des compétences réseau cloud spécifiquement. Est-ce que vous avez un rôle de consulting, d'advisor, de grand frère également auprès des business units quand ils doivent concevoir une archi qui implique le réseau? Tout à fait, et j'apprécie quand elles viennent me voir. On essaie d'avoir toutes les infos, mais bon, maintenant on commence à être bien connu au sein du groupe et les pays viennent nous voir. Et je pense que je ne suis pas forcément le même modèle que Frédéric, c'est-à-dire que nous, côté réseau, quand même, depuis Paris, on propose beaucoup de services managés depuis Paris. Alors c'est du CloudFormation, donc les entités sont autonomes sur de l'attachment, sur la consommation de services, sur plein de choses, vu que tout est codé. Mais par contre, effectivement, c'est beaucoup de services mis à disposition finalement des différents pays. Plutôt que de les former pour qu'elles fassent elles-mêmes leur Transit Gateway. J'en reviens à la complexité. Le risque pour un grand groupe international comme Engie, c'est que chaque entité refasse son propre réseau elle-même au sein de AWS, c'est qu'on se retrouve avec 200 Transit Gateway. Voilà, ça c'est pareil, c'est très important depuis le début de se restreindre à un réseau très simple, étendu internationalement, mais très simple, managé par une équipe qui va permettre justement de garder cette simplicité. Parce que la complexité, c'est des coûts, c'est des incidents, c'est beaucoup de risques. Donc on a voulu justement garder quelque chose de très simple. C'est isolé au niveau d'un compte AWS, le réseau, le backbone, c'est un compte AWS, enfin un ou une série de comptes, mais qui ne servent qu'à ça, qu'au réseau. Tout à fait, oui. Quels sont les chantiers sur lesquels tu travailles avec ton équipe tu as parlé de la planification 2024 qui vient d'être faite, au moment où on enregistre en tout cas, on est mi-janvier pour être transparent avec les auditeurs, pour que vous n'alliez pas croire qu'Engie planifie au mois de mars son année 2024. Je ne vais pas dire qu'est-ce qui tient réveillé la nuit, mais qu'est-ce qui te motive plutôt pour 2024 et au-delà? Alors ce qui me motive, et c'est un beau sujet, j'imagine que c'est des gens qui travaillent sur le réseau AWS ça va leur parler. AWS a sorti il y a maintenant 1 an et demi un nouveau service de backbone, vraiment pour créer un backbone, qui s'appelle AWS Cloud One, qui est vraiment là pour justement simplifier la gestion, le quotidien,
peut-être avoir plus de visibilité aussi quand on crée un backbone international au sein d'AWS. Donc c'est vraiment notre cas, et donc quand le service est sorti, j'étais vraiment très motivé, et comme je l'ai dit, la semaine suivante, j'avais déjà les équipes, et j'étais déjà essayé de programmer finalement cette transformation. Alors on l'a toujours pas fait. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas un problème avec le service en lui-même, c'est un problème de transition. C'est-à-dire comment passer aujourd'hui de ce qu'on a. On est présent dans, je ne l'ai pas dit, mais dans 11 régions, en tout cas d'un point de vue connectivité. Donc on a des transit gateways avec du peering entre elles, on a vraiment un gros réseau international avec tous ces services, comme je l'ai expliqué, de sécurité, de connectivité qui sont autour de ces transit gateways. Comment passer finalement de manière, j'ai envie de dire, transitoire, sans tout casser, vers ce nouveau service. Sans interruption de service. Sans interruption, et on ne peut pas faire un bing bang. Je ne vais pas un dimanche tout arrêter, tout couper et tout recréer. Donc c'est un vrai challenge. Ça veut dire passer par des plans d'adressage différents et avoir les deux qui tournent en parallèle pendant une période de temps et maintenir des tables de routage mixtes. Alors pas forcément de plan d'adressage, mais par contre tu vas parler de routage, et effectivement il y a aussi, et ça c'est, alors, je ne sais pas si c'est que le réseau, mais effectivement travailler sur les services AWS, c'est aussi bien connaître les limites. Je parle pour Engie, on a beaucoup de... Oui, à l'échelle où vous opérez. À l'échelle où on opère, et donc la taille des tables de routage, le nombre de routes, c'est pas mal de limites avec lesquelles on vit, et il faut faire attention à ça. Et donc voilà, donc Cloud One, c'est pas mal de challenges. On est très bien assisté par AWS, on a encore pas mal de discussions d'architecture. Mais mon challenge, et donc ce que j'aimerais pour 2024, c'est effectivement être capable de faire la transition entre un modèle où on a beaucoup de transit gateway, donc on fait beaucoup de choses nous-mêmes, vers ce nouveau service qui permet quand même d'alléger les opérations, et qui permet de simplifier finalement la gestion d'un réseau international au sein d'AWS. Alors je ne suis pas spécialiste réseau, je l'ai déjà dit, j'ai entendu parler de Cloud One, j'en ai déjà parlé un peu, mais pour les auditeurs du podcast, globalement c'est quoi les avantages de Cloud One par rapport à ce modèle VPC interconnecté par des transit gateways ? Si je devais simplifier, imagine que tu as 3 régions AWS. Aujourd'hui, avec les transit gateways, tu dois créer tes transit gateways, les connecter entre elles, définir l'étape de routage. Donc tu dois vraiment... C'est du un par un. Un par un, et travailler sur tous les concepts de routage. Avec Cloud One, on définit Cloud One sur 3 régions, on connecte les VPC, et j'ai envie de te dire, ça se fait automatiquement. C'est-à-dire, il va aller créer l'étape de routage qu'il faut automatiquement. Il va simplifier, il va y avoir de la propagation de route, donc beaucoup plus de choses dynamiques versus les transit gateways qui vont être beaucoup plus sur du routage statique. Donc voilà, ça simplifie le travail. Ça va simplifier aussi la segmentation, si je veux de la no-prod, de la prod. Donc il y a pas mal d'avantages, et de la visibilité. Je parlais tout à l'heure, où c'était plutôt ta question, sur le fait de refacturer, et en fait on va avoir beaucoup plus et facilement ces informations-là en passant par Cloud One. Donc ça rentre exactement dans ta ligne de conduite qui est simplification, visibilité. Exactement, exactement. C'est tout à fait la ligne de conduite, et c'est pour ça que là il y a un petit peu de frustration, parce que pour la première fois on n'a pas été capable de déployer ou de transformer notre réseau en quelques semaines. Mais bon, j'ai bon espoir que cette année on puisse le faire. Quels sont les autres chantiers pour cette année et au-delà ? On a Kuiper. Alors c'est quoi Kuiper ? Alors Kuiper, c'est quelque chose que l'on suit de très près, on a la chance de pouvoir le suivre. C'est la connectivité par satellite, mais pas le satellite traditionnel avec des temps de latence. Celui qui est à 36 000 km et il faut 2 secondes pour aller et revenir. Qu'on appelle géostationnaire. Ouais. Là c'est LEO. Donc c'est des satellites qui sont très proches de la Terre. En orbite basse. Orbite basse, exactement, et qui vont permettre d'avoir des bandes passantes de 200 mégabits par seconde, des latences de 30 millisecondes, donc vraiment des très bonnes perfs dans des endroits qui peuvent être partout sur la Terre. Donc l'idée c'est de déployer un réseau maillé de plusieurs milliers de satellites en orbite basse pour faire une connectivité où qu'on soit sur la Terre relativement simplement, avec des équipements relativement bon marché, puisqu'il faut envoyer le signal qu'à quelques centaines de kilomètres au-dessus de notre tête, et il ne faut pas viser un satellite spécifiquement, puisqu'il y en a plusieurs au-dessus de notre tête. Alors on parle beaucoup du réseau d'Elon Musk, et Project Kuiper c'est le projet concurrent, on va dire, ou similaire, on va présenter comme ça, de Jeff Bezos. C'est pas d'Amazon, je pense pas, c'est une autre société qui gère ça. Et en quoi ça vous aiderait, un réseau maillé de satellites comme ça ? Alors ce qui m'intéresse, c'est sur cette partie-là notamment, c'est de pouvoir vraiment apporter à mon business. Engie, on produit de l'énergie, et produire de l'énergie renouvelable, c'est notamment produire de l'énergie locale.
On n'est plus sur des centrales à un endroit précis qui va distribuer tout un pays. On est sur la production, alors du solaire, du barrage, de l'éolien. Mais donc du coup, c'est de la production locale. Il faut produire là où il y a du besoin. Et ça peut être dans la forêt amazonienne au Brésil. C'est ça, donc c'est pouvoir ramener de la connectivité réseau à des endroits de production un peu au milieu de nulle part, déconnectés de tout. Et c'est là où on apporte beaucoup de valeur ajoutée des équipes réseau, c'est qu'on veut aussi digitaliser toute cette production d'énergie. Donc ça va demander effectivement beaucoup de connectivité pour avoir de l'IoT, des objets connectés, remonter pas mal d'informations, du pilotage à distance. Tous ces nouveaux usages-là qui sont importants et qui aussi permettent de se démarquer de la concurrence, des fois, demandent de la connectivité. Bon, il n'y a pas de fibre dans la forêt amazonienne. Je prends l'exemple extrême, mais même en France, il y a des endroits on serait surpris que des fois, la fibre, elle n'est pas là, la 4G, elle n'est pas terrible. Et donc voilà. Sans parler de la 5G. Ouais. Kuiper va vraiment permettre d'adresser ces besoins-là et de vraiment apporter de la connectivité performante sur les sites d'énergie renouvelable pour pouvoir justement maximiser la production d'énergie. Il n'y a pas eu une annonce à Reinvent au sujet de Kuiper qui serait interconnecté au réseau AWS tu as peut-être suivi ça plus que moi, j'ai regardé ça à distance. Il s'agissait de quoi? J'ai suivi ça, ça permet d'avoir une connexion privée vers tes applications AWS. C'est vrai que par exemple, tu as pris le concurrent, c'est de l'Internet. Bon, après l'Internet, on peut en faire pas mal de choses, on peut toujours sécuriser des échanges. Là, c'est quand même un use case intéressant puisque ça permet d'avoir, on va dire nativement, c'est ça qu'on va aller chercher, des services natifs, nativement une connexion privée, donc sécurisée finalement, vers tes applications dans AWS. Donc ça apporte de la sécurité, c'est un petit bonus qui est bon à prendre. Donc on suit de près. Voilà, à Reinvent, ils ont aussi annoncé le premier satellite, qui a été envoyé, donc les premières images, les premières connectivités. Donc ouais, c'est un projet qu'on suit de près parce que je pense que ça peut vraiment apporter beaucoup au business d'Engie. Je mets le lien dans les notes du podcast, mais allez voir la vidéo où les ingénieurs font le test de communication entre deux satellites, parce que les satellites entre eux, c'est un réseau maillé, donc ils vont se relayer l'information les uns les autres pour l'envoyer à destination. Et donc il y a cette problématique d'avoir deux satellites qui tournent autour de la Terre à je ne sais pas combien de kilomètres secondes et qui doivent envoyer un rayon laser extrêmement précis pour se pointer l'un l'autre et échanger, je ne sais plus, 1 gigabit par seconde ou plus encore. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais allez voir cette vidéo, c'est un petit moment d'engineering comme je les aime bien. Donc on a parlé de CloudOne, on a parlé de Kuiper, d'autres projets? Le dernier que je pourrais peut-être citer, c'est l'IPv6. Alors, un grand sujet. Je prends toujours des pincettes avec l'IPv6. Même mon chef, qui est le CTO d'Engie, Youssef Tahani, a tendance un petit peu à se moquer de moi sur l'IPv6 parce que c'est quelque chose que je mets sur la table chaque année. 20 ans. depuis maintenant. J'ai arrêté de compter les années, en fait, je préfère. Mais c'est un sujet que je mets parce que je pense qu'il faut le faire et il y a chaque année un peu plus d'avantages, notamment sur la partie Internet, à aller sur l'IPv6. On a la partie conteneur aussi, qui est un vrai challenge pour les équipes réseau. Parce qu'il y a beaucoup de containers, chaque container consomme une adresse énormément IPv4 d'IP, et c'est limité les adresses IPv4. C'est très limité, donc c'est un vrai challenge. Donc voilà, il y a chaque année des nouveaux besoins qui arrivent et j'avais l'excuse, on va dire, jusqu'à maintenant, d'avoir des freins côté solution, que ce soit AWS mais d'autres en fait. On n'était pas entièrement en IPv6. Exactement. Maintenant c'est plus le cas. Je crois ça commence à être pas mal là. Ouais. Là je commence à manquer d'excuses. Donc c'est pour ça que je me dis que voilà, cette année, notamment pour les conteneurs, je pense que c'est vraiment... Il y a du NAT 4vers6, il y a de l'IPv6 sur les load balancers, sur Lambda, sur EC2, des VPC IPv6 uniquement. Puis il y a un autre facteur déclencheur, peut-être on a annoncé aussi qu'à partir du mois de mars, si je ne me trompe pas, ou février, mars, c'est-à-dire maintenant à peu près, quand vous écoutez ce podcast, les adresses IPv4 publiques vont devenir payantes aussi. Ça t'impacte directement ? Ça m'impacte directement. On a essayé d'estimer la note de devoir payer les IPv4 publics. Il y a un détail d'ailleurs que je suis allé chercher lors de questions sur Reinvent et je crois que ça va changer cette année, mais la difficulté, en tout cas dans un premier temps, c'est que de toute façon, même si on met une IPv6 sur ta publication internet, tu restes en dual stack. C'est-à-dire que pour l'instant, Amazon ne te donne pas, AWS, te donne pas la possibilité de n'être exclusivement IPv6 pour ne plus payer l'IPv4. Donc j'ai envie de dire que dans un premier temps, de toute façon, on sera obligé de payer l'IPv4 quoi qu'il en soit. Bon, mais il faut se préparer.
Dans tous les cas, de toute façon, il faut se préparer. Et c'est vrai que sur la partie Internet, c'est très facile. Nous, on l'a déjà mis en place sur beaucoup de publications. Vraiment mettre un ALB, un ELB, mettre une IPv6 avec le DNS route 53, c'est très facile. Donc cette partie-là, elle est, j'ai envie de dire pour nous, elle est déjà plutôt bien en place. Par contre, c'est vrai que pour l'interne, pour vraiment les IP internes, jusqu'à maintenant, je voyais pas trop de cas d'usage. Mais avec les conteneurs, c'est vrai que c'est en train de changer. C'est un grand changement aussi, c'est un Big Bang, c'est un plan, enfin changer tout le plan d'adressage, de routage de tout le WAN, ou c'est plus facile que énorme. ça? Ah non, ça serait énorme. C'est pour ça que c'est pour ça qu'on le fait pas encore et qu'on va déjà. Moi, j'aime bien sur des grosses transformations comme ça, partir d'un use case important qui est visible, qui permet au moins de faire un premier pas. C'est très compliqué de dire. Allez, on va transformer notre réseau en IPv6. Je préfère y aller étape par étape et avoir vraiment quelque chose qui fonctionne, qui apporte, qui a de la valeur, et ensuite construire sur ce premier cas. Donc c'est pour ça que j'en cherchais un. C'est ça que je reviens sur KAS et les conteneurs. C'est vraiment pour moi la première étape qui va nous permettre de mettre l'effort nécessaire là où il y a quelque chose à gagner, où il y a le plus gros chose à gagner. Exactement. Et une fois qu'on a l'expérience, une fois que tout le monde est rassuré, on peut derrière se poser la question d'agrandir l'IPv6. Pour la petite anecdote, j'ai acheté mon premier bouquin sur IPv6. À l'époque, ça s'appelait IP Next Generation, NG, et c'était en 97 ou 98. Donc c'est vraiment un serpent de mer qui revient. Mais cette fois-ci, on commence à voir le bout du tunnel. Ça devient une réalité. Et on sent que côté AWS, il y a aussi eu beaucoup d'efforts pour proposer tous les services sur l'IPv6. Donc voilà, j'attends aussi que ça prenne chez tout le monde. Alors j'espère que tout le monde n'attend pas et regarde pas les voisins pour attendre que quelqu'un se lance vraiment. Mais en tout cas, voilà, nous on a un cas d'usage et c'est fait partie aussi de mes projets pour cette année. Adrien Genillier, Head of Network chez Engie, pour parler de la transformation réseau d'Engie, d'un réseau WAN on-prem en quelque sorte. Enfin, si on peut dire WAN on-prem, c'est un peu antinomique, mais traditionnel, à un réseau WAN entièrement géré dans le cloud et tous les sujets qui y étaient liés. Merci Adrien d'avoir répondu à mes questions, d'avoir éclairé, je l'espère, les auditeurs du podcast AWS en français. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode. Et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.